Bienvenue sur l'Espace pour demain avec chaque année un nouveau thème. Cette année, Génération Élevage, Inventons demain. À nos côtés, il y a Didier Lucas. Il est éleveur, mais surtout président de l'Espace pour demain. Didier, le thème de cette année est très important. Génération Élevage, avec à la fois des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui souhaitent transmettre, des personnes qui souhaitent devenir agriculteurs, éleveurs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous passionne également. Oui, bonjour à tous. Et effectivement, ça nous passionne parce que l'enjeu de demain pour notre région et surtout pour le Grand Ouest, c'est des installations réussies et de montrer aussi tout l'intérêt et toute l'attractivité de notre métier. Et c'est pour ça que tous les ans, on choisit un thème. C'est un peu le thème central du SPACE, en collaboration avec le SPACE et les chambres, qu'on travaille depuis un an à peu près, avec Olivier aussi. Et ça nous permet aussi de lancer des réflexions et d'engager un travail et de montrer vraiment l'intérêt. Et je pense que nous, dans les chambres, on est convaincus que l'installation en élevage dans le Grand Ouest demain est vraiment une chute garantie et meilleure que dans d'autres régions. Et c'est pour ça que ces échanges d'expériences et se comprendre entre générations, c'est important. Et je vais laisser Olivier présenter la table ronde. Merci. Tout de suite, générique pour la table ronde. Voilà, se comprendre entre générations et travailler ensemble dans le secteur de l'élevage en France. Chers invités, chers publics, bienvenue à cette table ronde qui a pour thème se comprendre entre générations et travailler ensemble dans le secteur de l'élevage en France. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment les différentes générations peuvent mieux se comprendre et collaborer pour un avenir harmonieux dans un secteur crucial. Alors, des termes comme ça qui peuvent apparaître fleuris, jolis, mais derrière il y a la réalité. C'est parfois plus complexe et on va le découvrir à travers les intervenants que nous avons choisis minutieusement, avec chacun leur perspective et leur approche. Tout d'abord, il y aura Louise Maurice, animatrice de l'ANEFA, qui présentera une étude sur les attentes des jeunes générations dans l'agriculture. Nous aurons également Véronique Vanier, experte en relations humaines à la Chambre d'agriculture et qui abordera les enjeux et les solutions autour des relations intergénérationnelles. À nos côtés également, deux agriculteurs. Un agriculteur en fin de carrière, mais qui se donne le temps d'avancer tranquillement pour transmettre à son fils. Agriculteur en fin de carrière qui parlera de son expérience et de la transmission et bien entendu la façon dont il voit les choses pour l'avenir de son exploitation et de sa famille également. Et puis Paul-Étienne Denay, vous êtes commercial en agriculture, si je ne me trompe pas. Et puis vous êtes bien sûr en réflexion sur demain devenir agriculteur. Vous allez peut-être reprendre même, vous êtes actuellement en réflexion sur un projet d'installation au sein de l'exploitation familiale. Voilà pour la présentation de nos invités. Et puis le public, applaudissez-vous, vous êtes ici présents. Merci d'être aussi nombreux. Il y a de nombreuses écoles ici présentes et nous les saluons et nous espérons en tout cas qu'ils passeront un bon moment avec nous. Alors, on va tout de suite ouvrir avec Louise. Vous avez mené une étude pour l'ANEFA sur les attentes des jeunes générations dans le secteur agricole. Quelles sont les principales conclusions que vous en avez tirées? Vous avez quelques chiffres à nous faire, à nous commenter en tout cas et à faire défiler. Alors effectivement, on a mené, d'ailleurs peut-être que certains d'entre vous ont répondu à l'enquête. L'ANEFA du Finistère a mené une enquête auprès de 840 jeunes qui sont en formation agricole. Et l'objectif de cette étude, c'était de connaître, de comprendre les attentes de la génération Z vis-à-vis du monde du travail. Génération Z, c'est la génération... Je pense qu'on a pas mal de jeunes de la génération Z. C'est ceux qui sont nés après 95. Et il faut savoir qu'en 2030, ça représentera 25% de la population, des salariés en activité. Et celle à venir, c'est la génération Alpha, c'est ça? Exactement, ouais. Voilà.
Du coup, qu'est-ce que nous apprend cette étude? Le premier enseignement, c'est que finalement, les attentes des jeunes est différente de celles des aînés et qu'ils ont un rapport au travail qui leur est propre. Effectivement, ils sont à la recherche d'un métier qui a du sens. Et on a plutôt de la chance en agriculture parce que finalement, la finalité de nos métiers, c'est de nourrir la population, d'entretenir les paysages. Et on le voit d'ailleurs dans l'enquête, quand on leur pose la question... Pourquoi vous êtes orienté vers une formation agricole? Ce qui revient en premier, c'est la passion pour le métier, c'est travailler avec les animaux, etc., etc. Le deuxième enseignement, c'est qu'ils sont à la recherche aussi de relations d'égal à égal. Fini ce qu'on appelle la hiérarchie verticale. On est plutôt sur une hiérarchie horizontale où on est plutôt à l'écoute, il y a de la transparence, etc. Et c'est vrai que dans l'étude, quand on pose la question pour vous, c'est quoi un bon employeur? Ce qui revient, c'est quelqu'un à l'écoute, plutôt bienveillant, compréhensif et gentil. À noter également, ce qui ressort de l'étude, c'est des jeunes de cette génération qui sont plutôt à la recherche d'autonomie, d'être libres dans ses choix. Ils n'ont pas peur de changer d'entreprise. C'est vrai que moi, par exemple, ma génération, quand on sortait des études, on cherchait le sacro-saint CDI. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On a des jeunes qui sont capables de passer de CDD à CDD. Et c'est vrai que les employeurs, du coup, doivent s'adapter. Et c'est aussi des jeunes qui sont à la recherche d'immédiateté. Ils ont plutôt la culture de l'instant présent. C'est des jeunes qui sont hyper connectés. Ils sont nés avec le smartphone dans les mains. Nous, on a peut-être connu le modem. Vous voyez, on ne parle pas de la même chose. Voir le Minitel pour certains. Et oui, je n'osais pas le dire. Et le dernier élément important, et qu'on voulait aussi partager aujourd'hui, c'est qu'on a un cinquième des jeunes qui ont répondu à cette enquête, donc 20%, qui disent avoir connu des situations délicates en entreprise, alors soit pendant les périodes de stage, soit pendant les périodes en apprentissage. Et ce qui ressort, c'est parmi les situations délicates, 80%, c'était dû aux relations avec l'employeur ou alors avec les salariés. Donc c'est vrai que les différences entre générations peuvent peut-être amener des tensions. Et d'où la question, c'est comment les entreprises peuvent s'adapter, doivent s'adapter pour attirer, recruter et fidéliser les jeunes de cette génération. Voilà, c'est un petit extrait, c'est vraiment un résumé, une synthèse de l'étude que vous avez réalisée. En tout cas, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup plus d'éléments et du coup, toutes les informations, c'est accessible sur le site de la NEFA du Finistère, si vous êtes intéressé. D'accord. Et je voulais poser justement la question à votre collègue, Véronique, qui travaille au sein des chambres d'agriculture, en écho à cette étude. Comment vous observez justement les attentes sur les relations entre générations? Est-ce que vous voyez des tensions ou est-ce que vous voyez plutôt des opportunités? Comment ça se concrétise en fait? Alors, je vais répondre sur un angle qui est donner du sens pour avoir un équilibre vie privée, vie professionnelle satisfaisant. Donc, à la fois, ça peut créer des tensions entre les générations, puisqu'effectivement, on arrive sur les générations qui partent, sur une génération qui accordait beaucoup d'importance à la valeur travail, donc pour qui c'était même pour certains une finalité. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, ça on le sait. Du coup, ça crée des tensions effectivement sur le respect des horaires, sur la charge de travail, qui n'est pas vécue de la même manière, dont les attentes sont différentes. Mais en même temps, ça peut créer des opportunités, c'est-à-dire que les jeunes aussi amènent un souhait d'avoir un équilibre plus satisfaisant et donc des horaires à respecter, une charge de travail qui est plus réfléchie, un confort de travail, des conditions de travail plus satisfaisantes pour pouvoir s'épanouir à côté et professionnellement aussi. Mais ils amènent du coup effectivement des façons de faire différentes et poussent les générations sortantes à repenser l'organisation du travail. Alors, à nos côtés, on a deux exemples d'agriculteurs. Un qui va bientôt laisser la place à son fils, et puis un autre qui va bientôt prendre la place de ses parents, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, Roger, vous êtes à nos côtés. Vous nous expliquez, vous venez de Plourin ? Je viens de Plourin, un peu d'Almézo, dans le Finistère, ouais. Voilà. Vous avez quoi comme type d'exploitation? Vache laitière ? Alors actuellement, on a une exploitation de 100 hectares avec 85 vaches laitières en agriculture biologique.
D'accord. Et donc là, vous êtes sur le point de... Vous êtes pratiquement à la retraite, voire à la retraite. Je suis en retraite Vous êtes depuis en le mois de retraite. février. Et donc mon fils a repris toute l'exploitation depuis le 1er février. Voilà, votre Voilà. fils Cédric, Oui, tout à fait. il travaille actuellement. Actuellement, il est au boulot, bah ouais, il faut bien. Ouais, voilà. Et bon, il y en a un salarié aussi qu'on. Papa parle et Voilà, le fils c'est ça, travaille. c'est C'est ça. ça. Donc je peux dire ce que je veux en fait. Voilà, exactement. Mais presque parce qu'apparemment c'est filmé, donc attention danger quand même. Non, non. Donc on va faire gaffe à ça. Ça sera diffusé dans son intégralité. Il n'y a pas de souci. Mais ça fait déjà donc 10 ans. il est rentré dans l'exploitation depuis 10 ans. Ouais. Tout à fait. Et il avait commencé même avant parce que en 2007 dans l'exploitation on a un associé qui est parti pour un problème de santé. Donc du coup c'était un peu compliqué de prendre un salarié à plein temps à l'époque puisqu'on avait quand même pas mal de charges financières. Du coup on est parti sur un salarié mi-temps et c'est le fiston qui a pris donc le mi-temps. Et il était à mi-temps sur une autre exploitation voisine. Voilà. Il avait déjà, lui, l'intention de reprendre votre exploitation. Il avait déjà ça en tête. Et ça s'est... on va dire, il y a eu l'opportunité qui s'est présentée, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je lui ai posé la question, il était en fin de BTS, et je lui ai demandé à l'époque est-ce qu'il se voyait s'installer sur l'exploitation. Je n'avais pas beaucoup de doutes sur la question, mais j'ai quand même posé, sur la réponse, pardon. Donc j'ai quand même posé la question. Et là, il m'a dit oui, bien sûr, je vais m'installer demain, enfin plus tard. Donc après un peu d'expérience justement dans cette exploitation voisine, en binôme avec nous, et puis ça lui a permis d'avoir une expérience supplémentaire. D'organisation dans le travail, évidemment, Ouais. parce que chaque exploitation a son organisation. Et donc, Ça veut dire aussi que s'il n'y avait pas eu ce départ de cette salariée, Cédric, de cet associé, pardon, Cédric, lui, aurait continué et peut-être aurait attendu oui, un petit moment avant de rejoindre votre exploitation. tout à fait, tout à fait. Donc, d'un problème à une opportunité, une Voilà. possibilité. Oui. Et aujourd'hui, il n'y a aucun regret par rapport à cela, quoi, en fait. Ah, du tout, du tout, Ouais. du tout. Bien Et- au contraire. au contraire. Et lui non plus. Hein. Je pense que là, il a pu justement s'épanouir depuis 2007 jusqu'à 2014 où il s'est installé en tant que salarié, en passant de mi-temps à plein temps, en prenant après la responsabilité de toute la partie culture parce que c'est ce qu'il aimait le plus et que moi je préférais la production, donc ça tombait bien. Et donc voilà quoi. OK. Mhm. À vos côtés, il y a Paul Étienne. Paul Étienne, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes actuellement encore en activité commerciale Complètement. dans une entreprise spécialisée dans le monde agricole, c'est ça? Oui, dans le paragricole en semences bovines. Voilà. OK. Et vous allez prochainement, vous avez décidé prochainement de rejoindre l'exploitation familiale. Bah oui, très prochainement, d'ici. Bon, c'est en reconstruction avec les parents, mais d'ici 1 an et demi, voilà, j'espère rejoindre l'exploitation. Après, il y a plein de choses à repenser et à penser pour après, donc voilà. Ouais. Eux, ils sont déjà dans cette logique de partir et de transmettre. Ça y est, c'est déjà la transmission est en cours. Oui, dans leur tête. Dans leur tête, en tout la cas. transmission est au courant. Bah, Ouais. et après, il faut aussi, parce qu'à un moment, sinon, on n'a jamais de date d'arrêt. Ouais. Et comment finalement ce travail, cette transmission, est-ce que c'est quelque chose que vous étudiez ensemble au coin de la table, vous réfléchissez ensemble sur la façon dont les choses vont s'organiser, se repenser, ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez tout à coup, imposer parce que vous allez arriver au sein de l'exploitation? Non, dans l'idée, c'est de revenir d'abord salarié sur l'exploitation et puis après transmettre au fur et à mesure. Après, ce qui est compliqué, c'est aujourd'hui, donc mes parents ils sont en couple tous les deux sur l'exploitation, donc en GAEC. Et donc derrière, moi je dois reprendre seul l'exploitation. Il y a des charges de travail, donc il y aura de la main d'œuvre à embaucher à l'extérieur et voilà. Voilà, une exploitation du côté de Brocéliande. C'est ça. Voilà, et plutôt vache laitière. Hein. En vache laitière et il y a des cultures à côté, mais voilà. D'accord. Vous allez changer un petit peu on va dire la partie exploitation agricole, ça va être toujours de la vache laitière ou est-ce que vous allez faire évoluer? Ah non, je suis passionné déjà par la vache laitière déjà de base et je suis passionné par le monde agricole, mais non, je veux absolument garder l'atelier laitier et après c'est justement de le repenser et aujourd'hui on est en salle de traite, voilà, il y a un bâtiment normalement à refaire, donc des investissements quand même un peu conséquents et à robotiser aussi pour avoir de la souplesse et notamment aussi de la souplesse dans la main d'œuvre, etc. D'accord, donc là il y a un gros travail que vous allez mener prochainement, c'est l'investissement nécessaire pour la robotisation d'un certain nombre de tâches. Et complètement. Voilà. Vous, du côté de Plourin, est-ce que vous êtes passé également à la robotisation? Ah bah non, toujours pas. Pour le moment, on est en salle de traite. On passe une heure et demie maximum l'hiver à traire les 83 vaches. Oui. Parce que le maximum c'est 83, parce qu'on a 83 logettes. Oui.
Et ben moi ça fait 40 ans que je traite des vaches et je n'ai jamais été embêté avec ça, donc puis j'aime ça aussi. Oui. Puis j'aime bien parce que quand j'ai fait ma traite, j'ai vu mes vaches, ça s'est fait, on passe à autre chose, quoi. D'accord. Après, je critique pas le reste, hein, c'est juste que moi ça me convient très bien. Et votre fils également? Oui aussi, ouais, pour le moment, oui, ça a l'air de lui convenir. Et puis comme la tâche est partagée, parce qu'il y a un salarié aussi, moi je fais un week-end de temps en temps, le salarié il fait un week-end par mois, donc après lui il fait la traite du matin, le salarié fait la traite du soir, et moi je suis le mouton à 5 pattes qui va boucher les trous là où il y a besoin, quoi. Voilà. D'accord, là vous venez juste en 13e homme, comme on dit. Voilà, on essaye de sortir gentiment, parce que quand on est passionné de son métier comme j'ai pu l'être, du coup on s'arrête pas comme ça du jour au lendemain en disant ça y est, je jette les clés et puis ciao, quoi. Non, donc il fallait que après mon départ en retraite que je garde un petit. Donc j'ai gardé un mi-temps salarié pendant 2 ans pour quitter crescendo l'entreprise. Voilà. Et après je garderai le mi-temps mais de bénévole, quoi. D'accord. Voilà. Très bien, merci en tout cas pour ces premières explications. Alors, on va revenir vers vous, Louise. Qu'est-ce que vous avez trouvé particulièrement d'important à faire ressortir au niveau de cette enquête? Vous parliez de différents éléments que recherchaient finalement les jeunes générations, de travailler d'égal à égal. Là, il y a quand même un rapport hiérarchique, ne serait-ce que parce qu'il y a des salariés et une personne en charge de l'exploitation. Et puis, il y a aussi une petite hiérarchie familiale. Il y a le père, le fils. Voilà, il y a ça aussi qu'il faut prendre en ligne de compte, non? Oui, effectivement. Nous, ce qu'on retient, c'est qu'il y a le principal enjeu, c'est la communication. Enfin, les jeunes sont plutôt aussi à la recherche de feedback régulier. Donc, plus on communique, plus on partage aussi les points de vue. On peut avoir des points de vue différents. Et d'ailleurs, c'est plutôt une richesse. Et on peut apprendre aussi bien des jeunes que des aînés. On a aussi questionné sur qu'est-ce qui ferait que les jeunes resteraient dans une entreprise. On les a questionnés sur la fidélisation. Et là, ce qui était intéressant, c'est que les 4 grands points qui reviennent le plus, c'est l'ambiance. Une bonne ambiance au travail donne envie aux collaborateurs, aux salariés de rester dans l'entreprise. La confiance de l'employeur, c'est un peu ça aussi quand on parle de relation à égal, c'est que l'employeur me fait confiance et je le ressens, et également de mon côté. Le sens du travail revient et le niveau de rémunération. Et d'ailleurs, on leur a demandé dans une offre d'emploi, qu'est-ce qui ferait que vous irez plutôt vous postulerez à cette offre, à cette offre d'emploi plutôt qu'une autre. Et là aussi, le salaire revient. Et le constat que l'on fait, c'est qu'aujourd'hui, les employeurs, ils osent. On ne met pas forcément le salaire en avant. Souvent, notamment dans les annonces. Dans les annonces, souvent, par facilité, on met voire convention collective. Bon, quand on n'est pas trop issu du milieu agricole, on ne va pas s'amuser peut-être à regarder les conventions collectives. Donc là aussi, il faut qu'on voit comment on peut accompagner les employeurs à être peut-être plus transparents. Et ça permet de dire aussi que nos métiers recrutent à des bons niveaux de salaire et qu'on n'est pas... ça lève des préjugés aussi pour attirer des jeunes qui ne sont pas forcément du milieu agricole. Et il y a aussi des disparités entre issus et non issus du milieu agricole, et notamment sur les horaires. On voit que les personnes dont leurs parents ou quelqu'un de leur famille travaillait en exploitation agricole, ils admettent assez facilement les contraintes parce qu'ils sont habitués à les voir. L'élevage, voilà. C'est un peu moins vrai sur les non issus du milieu agricole. Et là, on a tout un travail à faire sur l'acceptabilité des contraintes. Quand on finit sa journée à 17h, mais qu'on a un animal qui est malade, il faut aussi admettre qu'on va rester plus de temps pour le soigner. Donc il faut qu'on travaille sur ces contraintes-là et leur acceptabilité. Dans le public, levez la main ceux qui sont issus d'une famille qui a une exploitation agricole. Voilà. Plus haut la main, parce qu'on ne la voit pas. On a un sentiment que vous avez des tout petits bras. Voilà, d'accord, ok. Donc il y a moitié-moitié, quoi. Hein. Donc c'est important de prendre en compte également, on va dire, la culture que l'on a par le passé et de la vision que l'on a du monde agricole. Véronique, justement, sur ces différentes approches qu'on peut avoir, comment réussir on a parlé également de la partie salaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est souvent abordé dans les problématiques relations humaines que vous avez dans le cadre de vos missions au sein de la Chambre d'agriculture ?
Alors, ce sont des choses qui sont rarement évoquées quand on parle de problèmes de management, de relations. Ce sont plutôt les façons de travailler, les attitudes au travail, des problèmes de transmission de consignes, une communication qui n'est pas claire. C'est ce qui revient essentiellement, et c'est ce qu'on voit au travers de l'enquête, des problèmes de communication. Donc les problèmes de communication, c'est à la fois un manque de relations, de retour. Retour du salarié vers l'employeur, mais aussi de l'employeur vers le salarié. Donc on a parlé effectivement de feedback, de valoriser le travail du salarié, valoriser également le travail de l'associé. C'est à la fois quand on travaille entre salariés, entre associés. Donc un feedback, valoriser les paroles et savoir écouter les besoins des uns des autres pour s'adapter au mieux à la personne. Et transmettre les consignes. Donc transmettre les consignes, ça, je dirais, c'est passer un peu de l'implicite à l'explicite. C'est-à-dire que souvent, on est persuadé d'une chose, on sait comment font faire, mais on a du mal à l'expliquer à l'autre. On a du mal à se mettre à la place de l'autre et à savoir ce qui lui manque pour comprendre. Donc ça, c'est le gros enjeu. C'est souvent effectivement des problèmes de communication et de consignes. Alors, question qu'on va poser maintenant à Roger et à Paul-Étienne, c'est les problèmes de communication. Est-ce que vous avez... Alors, c'est vrai que vous avez peut-être des liens plus forts parce que vous êtes au sein de la même famille, mais entre le père que vous représentez, Roger, et le fils, Cédric, c'est ça, hein, il y a eu des problèmes de communication au départ? C'était un peu difficile ou c'était très fluide? L'avantage, c'est qu'on se connaît bien. Des fois, on croit se connaître, mais... oui, on se croit se connaître. Mais bon, quand même, on se connaît bien. Oui. Après, ce qui s'est passé, c'est que nous, on ressort d'une structure où j'étais associé avec mon beau-frère quand Cédric est arrivé. Du coup, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'on est compatibles tous les trois ou pas pour travailler ensemble. Enfin, moi, je savais que j'avais un petit souci avec mon bof, mais derrière, pourquoi que Cédric, lui, n'aurait pas pu... faire le lien et trouver l'alchimie dans tout ça. Du coup, on a fait appel au CERF France et on a fait donc une formation sur la méthode OPR, donc optimisation du potentiel relationnel. Optimisation du potentiel relationnel. Tout à fait. Oui. Donc, pour apprendre à communiquer, il faut d'abord savoir qui on est. Oui. Voilà, quelle personnalité on a et derrière, comment on entretient le discours entre nous, quoi. Oui. Et du coup, cette formation-là nous a quand même bien aidé déjà à commencer par apprendre à écouter l'autre, comme on parlait tout à l'heure. Et alors concrètement, c'est quoi ce type de formation? On se met face à face? On commence par remplir un questionnaire. Oui. Voilà, et à la vitesse à laquelle on remplit le questionnaire, on définit un profil qui va de 1 à 4. Oui. Donc en gros, celui qui a rempli le questionnaire en 20 minutes, c'est un 1, quoi. Voilà. Et celui qui va le remplir en 2 heures, ça va être un 4, quoi. Et entre les deux, il y a quelques variantes et après, il y en a qui sont entre deux à chaque fois, quoi. Voilà. D'accord. Et vous, Paul-Étienne, avec la famille, comment ça se passe, la communication? La communication, ça se passe plutôt bien. Après, c'est souvent le problème de génération. Tout à l'heure, on parlait de la génération Z, donc moi, j'en fais partie. Oui. Et puis, souvent, c'est une génération, donc mes parents entre 55 et 60 ans, qui a du mal un petit peu à déléguer. Moi, je retrouve aussi du côté de chez mes clients. Et du coup, même aujourd'hui, on a une salariée à plein temps sur l'exploitation et des fois, faut lui laisser des tâches. Et du coup, même à l'avenir aussi, c'est de se dire, en tant que salarié, il faut leur donner des responsabilités pour que demain, ils s'intègrent bien et ils sont bien dans l'entreprise, quoi. Et oui, c'est un petit peu un problème. Après, en famille, on sait ce que c'est. Des fois, il y a des tensions et parce qu'on n'est pas d'accord sur les choix, sur la modernité, sur la technologie, etc. Mais c'est normal. Encore une fois, je vais revenir sur ce sujet, c'est le salaire. Parce que, en fonction des échanges qu'on a pu avoir avec les différents intervenants, la problématique salaire était plus ou moins une priorité. Alors, ce n'est pas obligatoirement la priorité, ce n'est pas ce que l'on recherche en priorité, un super salaire. On cherche plutôt le métier passion. Maintenant, le métier passion ne doit pas cacher, comme vous l'évoquiez, une grosse problématique de coût et en même temps du fait qu'on ne gagne pas correctement sa vie. J'imagine que vous avez tous envie, vous tous, de gagner correctement votre vie, d'être à l'aise avec des amis, de la famille. Donc j'imagine que c'est aussi un sujet comme important. Or, on a le sentiment que c'est un petit peu mis un peu sous le boisseau, non ? On en parle facilement. Vous êtes commercial en plus, l'argent vous connaissez.
Oui, enfin voilà, mais après, peu importe. Mais non, ce qui compte, je dirais, c'est vrai qu'en agricole, c'est un petit peu tabou. Après, payer des salariés, je dirais que c'est peut-être pas vraiment un souci, mais en fait aussi, c'est payer aussi aux capacités et à ce qu'ils savent faire et aux responsabilités qu'ils peuvent prendre sur l'exploitation. Parce que aujourd'hui, je dirais, je connais les structures, du coup, les salariés sont presque payés aussi bien que les patrons. Et du coup, on arrive à des sommes où, étant responsable d'élevage, des fois, ça commence à faire beaucoup. Et à l'inverse, d'autres qui sont sous-payés et ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'exploitation. Et en fait, ils n'ont jamais demandé de hausse de salaire. Et en fait, on se dit, il connaît toute l'exploitation. Et on part le week-end, on part en vacances, on est tranquille, on n'a pas un appel. Et en fait, c'est là où des fois, il faut revaloriser le salaire. Après, c'est à nous aussi, en tant qu'exploitants, d'aller à la rencontre des salariés et de leur demander de faire un bilan, des fois trimestriel ou minimum annuel, pour aussi parler de ce qui va pas et comment évoquer le salaire. Et après, c'est aussi aux côtés des chambres, etc., qu'on doit être accompagné pour évoquer ça pour les générations qui sont, un petit peu plus âgées que moi, quoi. Oui, donc je sens aussi que là, il y a le discours de celui qui a l'habitude de faire des rapports, des comptes rendus commerciaux, ce qui est logique, et quelque part qu'on doit à un moment donné transposer aussi dans quelque chose qui doit être bien géré, qui est une exploitation, quoi. Oui, complètement. Et puis aussi le fait que les exploitations, qu'on le veuille ou non, grossissent, parce que on sait comme tous que transmettre c'est important et du coup il y a beaucoup de reprises, etc. Mais du coup si on grossit c'est bien, mais la charge de travail augmente. Du coup il faut plus de salariés, et qui dit plus de salariés, plus de management. Il faut aussi des accommodations pour eux, donc en termes de logement, de cuisine, de tout ce qui est vestiaire, etc. Et il y a des exploitations aujourd'hui où on n'est pas équipé. Il faut vraiment qu'on avance là-dessus pour être comme les entreprises. Je dirais qu'il y a un domaine dans l'élevage ici, on est plus en retard là-dessus, mais il y a un domaine qui est assez avancé là-dessus, c'est le port, où ils sont plutôt, tout est assez cadré, et voilà. Vous l'avez constaté au niveau soit de la NFA ou au niveau des chambres d'agriculture, la problématique des installations, de la rénovation des bâtiments, c'est un élément important. Par exemple, Véronique, Oui, ça fait partie des conditions de travail qui sont attendues. L'amélioration des conditions de travail. Tout à fait, qui sont attendues par les générations qui arrivent. Donc c'est un des leviers effectivement pour attirer et fidéliser les salariés. Donc quand on parle de conditions de travail plutôt équipement, donc on a toute la partie bâtiment, avoir des bâtiments fonctionnels. C'est pas seulement les bâtiments, c'est aussi les abords. C'est la cour de la ferme qui soit entretenue, accessible, propre. Les équipements effectivement, comme ça a été évoqué, des vestiaires, des salles de pause. Alors je dirais, c'est même plus la question d'avoir une salle de pause, c'est aussi l'état de la salle de pause. C'est qu'elle soit chauffée, qu'on y trouve de quoi faire un café, qu'elle soit propre. Donc on n'en est plus maintenant à se dire est-ce qu'il faut une salle de pause ? Oui, mais c'est pas que ça. C'est comment elle est entretenue, comment on s'y sent, est-ce que chacun est invité aussi à s'y rendre. Donc effectivement, les conditions matérielles sont aussi importantes que relationnelles. Oui, vous vouliez préciser, Louise. Oui, et c'est vrai qu'au niveau des ANEFA, on accompagne les agriculteurs sur le dépôt de leur offre d'emploi et on encourage les employeurs à mettre en avant ce qu'on appelle leur marque employeur, c'est présenter leur entreprise, présenter les conditions de travail, présenter aussi leurs projets et ça donne envie aux personnes, et notamment aux personnes qui sont non issues du milieu agricole, parce qu'aujourd'hui, on voit les salariés qu'on recrute, une grosse partie d'entre eux, c'est des personnes qui ne connaissent pas forcément les métiers de l'agriculture et qui n'ont même pas mis un pied en exploitation. Donc plus on présente l'entreprise comme elle est et les conditions de travail, plus on est transparent, plus on attire aussi des personnes vers nos métiers et vers nos entreprises. Vous avez sentiment également que c'est important de travailler justement cette image et vous l'avez travaillé avec votre fils Roger, justement parce que à terme il y aura peut-être d'autres salariés qui vont venir au sein de votre exploitation. Oui, donc nous, on a été confrontés aux problèmes de communication bien avant. Donc du coup, dans les années 2000, on a fait un bureau pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble. Avec un objectif, c'est de s'y retrouver tous les matins à l'heure du café, c'est-à-dire 9h30. Et puis comme ça, au moins, on peut toujours échanger et voir un petit peu la charge de travail, comment on l'a répartie, pour essayer de rendre les tâches plus sympas. Et quand Cédric est arrivé, du coup, on a agrandi le bureau et on y a fait on y a mis des sanitaires, douches et donc le point café. Enfin, le salarié est avec nous. Avant, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de café. Au départ, si, on avait le café bien évidemment dans le bureau. On avait forcément le café, mais à côté de ça, la douche et tout ce qui est sanitaire, on a rajouté. D'accord. Et le salarié a accès avec nous à la salle de pause et il a accès à la cafetière, voilà.
D'accord. Des fois, c'est lui qui fait le café aussi. De Ok. temps en temps, il ne faut pas qu'on oublie que nous, on le fasse aussi. Oui, il y a le salarié qui fait le café, il y a vous aussi. Enfin voilà, aujourd'hui, un peu d'égal à égal. Hein, pas que pour le café, mais également, notamment, c'est, on va dire, la charge symbolique, quelque part. Et tout à l'heure, on parlait justement, je voudrais rebondir quand même, parce qu'on parlait justement de respect, d'égal à égal et tout ça, et de déléguer. Et du coup, moi, je trouve que c'est important aussi, quelque part, quand on s'installe dans l'agriculture, c'est pas de se mettre une charge trop importante non plus, parce que quelque part, souvent on est jeune, on a de la famille, et du coup, il va falloir pouvoir passer du temps avec ses enfants. Et donc, du coup, il faut aussi apprendre à déléguer dès ce moment-là, quoi. Donc l'importance, par exemple, d'être accompagné autour de chez soi d'une CUMA, par exemple, ça peut aider déjà à commencer à déléguer une partie de la charge. Et du coup, le fait de s'engager amène aussi à faire confiance aux autres pour venir travailler avec vous. Vous, Paul-Étienne, quel est un petit peu votre regard là-dessus? Non, je suis complètement d'accord. Ouais. Après, ce qui compte, c'est d'être bien entouré et de s'entourer aussi des bonnes personnes, je dirais, ou des bons entrepreneurs ou des bonnes CUMA. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut déléguer quand, par exemple, l'élevage, c'est pas 24/24, mais c'est 365 jours dans l'année. Et entre guillemets, si on n'y est pas, ça marche pas. Donc il y a des choses comme, c'est vrai que pour les cultures, des fois, moi par exemple sur l'exploitation femelle, on avait choisi de déléguer tout ce qui est traitement, tout ce qui est semis, parce que on s'est dit en fait l'investissement en vaut pas la peine, et mettre demain le salarié sur le tracteur, en fait autant que l'entreprise vient, lui le jeune il fait ça tout le temps et il connaît son travail et voilà. Et donc après, c'est aussi quand on parle de salariés, c'est aussi les investir dans nos projets. Comme là, par exemple, nous, on a un projet d'agrandissement. Donc, dans l'idée, c'est de faire les rendez-vous avec eux, d'avoir leur avis, leur retour. Et du coup, quand ils se sentent impliqués, j'ai envie de dire, derrière, ils sont impliqués dans tout le projet. Et du coup, ils s'impliquent vraiment tous les jours. Et derrière, ils sont animés par ça. Donc, le matin, ils arrivent au travail, ils ont la banane et puis ils ont envie d'y aller. Donc, je dirais, c'est comme moi, si mes clients ils arrivent, tout est c'est à moi de leur donner le sourire, mais l'objectif c'est d'être heureux. On se lève et on est passionné par notre métier, mais faut prendre le temps de vivre aussi, quoi. Très bien, très, très beau message et très fort message. Véronique et Louise, par rapport aux différents thèmes qu'on a déjà abordés, il y a aussi la problématique, on reviendra dessus avec également nos deux autres interlocuteurs, c'est la problématique de l'accessibilité. Alors, vous l'avez évoqué sur le fait d'avoir des lieux faciles, notamment les chemins, les routes, avoir un espace propre et autres, mais il y a aussi l'accessibilité de l'exploitation agricole. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un élément important? Vous disiez également la marque employeur. Travailler la marque employeur, c'est également à travers notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les engagements RSE qu'on peut avoir. Et donc, ces éléments-là, ça peut passer à travers aussi la problématique du handicap. Est-ce qu'aujourd'hui, les exploitations agricoles sont suffisamment sensibilisées à ces sujets? Parce que, on va en parler dans quelques instants, la population qui est aujourd'hui avec une problématique de handicap peut être vecteur de travail et de propositions de travail dans les exploitations. Effectivement, on le voit, les demandeurs d'emploi qui sont aujourd'hui à France Travail, il y en a une partie d'entre eux qui sont en situation de handicap, étaient autant de potentiel de futurs salariés pour nos entreprises agricoles. Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on arrive à lever des freins auprès des employeurs. C'est vrai que quand on pense handicap, on pense tout de suite à l'handicap moteur, mais il y a une multitude de handicaps. Et on a tendance, alors c'est peut-être moins vrai qu'aujourd'hui qu'hier, mais souvent on a tendance, parce qu'on a une charge de travail importante, à essayer de trouver le salarié, le mouton à 5 pattes, on l'a dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, il faut qu'on ouvre les champs du possible et dire je peux embaucher une personne qui soit en situation de handicap. Et aujourd'hui, il y a énormément d'accompagnement possible pour adapter le poste de travail. Mais il faut quand même lever des préjugés et dire pourquoi pas, c'est possible. Et d'ailleurs, je peux accueillir des personnes en situation de handicap pendant une période de stage ou autre. On peut essayer en quelque sorte.
Véronique, vous proposez ce type, par exemple, de formation, notamment en lien avec la thématique du handicap et de l'accessibilité? Alors, dans nos formations auprès des employeurs, on sensibilise effectivement sur la question du handicap. On en parle, comme quoi effectivement c'est un public et qu'on peut, ils peuvent trouver leur place sur une exploitation. C'est effectivement des choses, on mène des actions aussi, hein, donc vous voyez effectivement derrière vous l'ensemble de l'opération sur handicap. Je voulais juste rajouter qu'il faut aussi voir le handicap pas seulement sous l'angle des salariés, il y a aussi des éleveurs, des associés qui connaissent des accidents et qui sont en situation de handicap, et donc effectivement l'enjeu est d'essayer de les maintenir dans une situation de travail. Et le fait de rendre accessible le travail auprès de personnes en situation de handicap permet globalement, de toute façon, de réfléchir aux conditions de travail et d'améliorer l'ensemble des tâches et d'essayer d'équiper au mieux pour que le travail se fasse plus facilement et plus sereinement. Oui, Louise, vous vouliez rajouter? Non, je veux juste préciser effectivement qu'il y a eu un travail qui a été porté par la Chambre d'agriculture avec des recueils de salariés, d'agriculteurs qui sont en situation de handicap et qui, là il y a des témoignages, c'est inspirant et ça montre que tout est possible. Même si on peut être en situation de handicap, on pense peut-être pas à travailler en agriculture, mais là on a des salariés, des agriculteurs qui nous disent si on peut y arriver et on est accompagné pour ça. Voilà, il y a ce guide, 8 témoignages inspirants issus donc du monde agricole et qui montrent justement que quand on est en situation de handicap, on peut tout à fait travailler au sein d'une exploitation. Et Paul-Étienne, vous avez une problématique parce que vous êtes vous-même en situation de handicap et ça n'a pas été un frein ni pour vous, ni pour vos parents. Ils vous ont pas dit oh non, tu fais une bêtise, mon garçon. Je crois que j'aurais peut-être pas trop laissé le choix non plus. Non, après, bah oui, du coup, pour la petite histoire, en 2018, j'ai été amputé de mon membre avant gauche. Oui. Et c'est un accident du travail, enfin voilà, les aléas de la vie, mais je suis pas malade, je suis en pleine forme. et donc, du coup, j'ai toujours gardé le sourire et je me suis toujours dit, de toute façon, j'avais toujours eu l'envie de passionner par l'agriculture, par envie de nourrir les gens et apporter du bon dans leur assiette. Donc j'ai toujours dit demain je serai agriculteur et j'ai jamais changé de mon opinion. Et donc, du coup, est-ce que ça a changé peut-être votre façon d'aborder dans la façon de porter le projet, parce que vous êtes avec une main en moins, pardon. Ouais. Donc vous devez faire les choses différemment. Oui, mais après, même si c'est différent, on y arrive. Oui. Voilà, c'est comme tout. Si on a un objectif, vous avez fait évoluer le logiciel quelque part, peut-être. Oui, voilà. Et après, on fait aussi évoluer la structure pour que ce soit plus simple pour moi. Et donc, dans l'idée du projet, c'est aussi pour ça. Sinon, je ne sais pas si on l'aurait fait de cette manière-là, mais dans l'idée de robotiser, c'est aussi pour simplifier justement toutes les tâches quotidiennes du matin au soir de la traite. Parce que à l'époque, on m'aurait dit il y a 10 ans, tu mets des robots. J'aurais dit non, moi j'aime bien traire, j'aime bien avoir mes vaches le matin et le soir. Et c'est vrai que du coup, voilà, mais on voit les choses différemment. Et du coup, l'objectif, c'est aussi d'évoluer là-dessus. Et après, c'est donc là, l'idée du projet handicap, là, j'y ai participé. Et c'est aussi d'y communiquer parce qu'en fait, c'est un truc qu'on connaît pas. C'est vrai que moi, à l'âge de 10 ans, je voyais un panneau handicapé, je me disais, c'est quelqu'un en fauteuil roulant. Je pensais pas aux gens amputés, aux gens sourds, malentendants ou malvoyants. Enfin, il y a plein de choses en fait. Voilà, les handicaps non visibles. Voilà. Et qui aujourd'hui, en fait, oui, c'est rien, on peut travailler, il n'y a pas de souci. Quelque part, les JO ont également, les Paralympiques ont permis de montrer une France très très diverse, très plurielle, et de montrer justement tous ces handicaps sans essayer de les cacher, et au contraire de dire voilà la réalité et voilà comment on est différents les uns les autres. Alors c'est un joli message. Après, il faut traduire cela en actes, en solutions dans les exploitations. Ça n'est jamais simple parce que vous êtes un métier physique, manuel, il faut travailler avec l'animal. Bon, voilà, c'est complexe en soi. J'imagine que quand on est exploitant agricole, même si on passe la main à son fils, on y pense aussi pour se dire il faut lui donner la possibilité d'avoir une exploitation, on va dire, la plus clean, mais aussi la plus facile à manœuvrer, quoi, en quelque sorte. Oui, tout à fait. Ouais. Donc du coup, nous, ce qui s'est passé quand c'est vrai que c'est installé donc en 2010,
2014, pardon. 2014. 2014. Du coup, derrière, il a fait la formation Agri-Manager et puis et derrière, il a monté son projet parce que le bâtiment était un peu à bout de course. Ouais. Et du coup, j'ai accompagné là-dessus pour remettre en place le bâtiment, le reformater. Et puis, au niveau matériel, pareil, il a pris ses décisions. Il a fait ses choix, évidemment, en concertation avec moi. Mais c'était quand même lui qui était force de proposition. Voilà. Et donc, derrière, ça permet aussi aux jeunes de s'installer et de trouver son équilibre dans l'entreprise. Mais c'est sûr qu'il faut laisser de la liberté. Très bien. On va proposer. Vous voulez peut-être réagir, Véronique, là-dessus. On va proposer au public, s'il le souhaite, de poser quelques questions. Si vous avez quelques questions à poser ou en tout cas quelques réactions. Louise, est-ce que vous pouvez passer votre micro? Voilà. Et on va demander à une hôtesse. Alors, on va demander à quelqu'un de l'équipe d'animation. Elle est où, l'équipe d'animation? Voilà. Elle arrive. L'équipe d'animation. Sylvie, pour le micro au public. Pour le micro public. Là, voilà. Alors, on va poser quelques questions aux uns aux autres. Vous avez peut-être des questions. Qui a des questions à poser à nos différents intervenants? Est-ce que vous avez des questions à poser? Non. Non, vous êtes timide. Il ne faut pas hésiter. Hein. Faut pas hésiter. Est-ce que vous voilà. vous retrouvez dans les attentes qu'a présentées Louise là tout à l'heure? Ouais, typiquement, surtout sur les horaires de travail, d'être assez libre, quand même avoir du temps libre, enfin pas que être boulot. En même temps, vous savez qu'il y a des animaux, il faut s'en occuper. Après, oui, on sait quand même notre métier, on sait aussi ce qu'il y a à faire, mais après, oui, quand même avoir toujours une possibilité. Vous ne voulez pas y passer la vie non plus. Après c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Ouais. Ça, on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. C'est un beau slogan de la nouvelle génération, je dirais. Non, En fait, l'avantage d'être paysan, c'est que ça nous laisse quand même vachement de liberté sur le temps de travail. Derrière, c'est à nous d'organiser ce temps de travail pour trouver des libertés. Vous précisez quand même que Lilou n'est pas issue du milieu agricole, en fait, et qu'elle a un rapport, en fait, avec le travail qui est complètement différent des gens qui sont issus du milieu agricole. Voilà, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole. On est d'accord. Est-ce que l'un d'entre vous est issu du milieu agricole? Est-ce qu'il a la même perception? Non? Aucun? Ah. Oui, moi, c'est vrai que je suis un peu boulot tout le temps, mais je me calme après. Après, oui, j'arrive à prendre du temps quand même pour sortir ou des trucs comme ça, mais ils sont en agriculture, en vache allaitante et en poule pondeuse et les cultures et en bio. C'est mon père qui est installé tout seul et moi je suis dans une ferme où il y a la traite encore à faire et tout ça. C'est une salle de traite qui est assez grande en 2x24. Et c'est vrai que quand j'entends des agriculteurs qui sont encore en salle de traite, ça me fait plaisir parce que par chez moi il y a beaucoup de robots et je trouve que c'est dommage parce qu'au final on n'a pas le même rapport avec les animaux et tout ça et on dit robot c'est très bien, c'est tout le temps. Enfin, on entend que ça, qu'il n'y a que du bien, mais au final des fois quand on regarde dans certains systèmes ça colle pas avec tout, quoi. Il y a des études des fois qui sont oubliées d'être faites au niveau des prairies et tout ça, du coup ça marche pas forcément et pour ça que ça fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Ok, et ta copine qui n'est pas issue du milieu agricole, qui parlait il y a quelques instants, plutôt favorable à la robotisation, plutôt poursuivre le travail, notamment en vache laitière, par exemple, les astreintes qui sont nécessaires? C'est vrai que ça dépend du système et aussi des exploitants. Parce que je sais que moi, ma patronne, elle a des problèmes au niveau des genoux, elle a des problèmes de santé. Et que du coup, faire la traite maintenant, c'est plus possible et c'est très compliqué. Mais oui, le robot, c'est une solution, mais ça résout pas tout. Et je suis d'accord. Je la rejoins sur le fait qu'on n'a pas du tout la même relation. Animale, c'est pas le même contact. Et c'est vrai que la traite pour l'observation des animaux, c'est vraiment un gros point positif, je dirais. Alors, juste parce que on parle beaucoup de personnes qui ne sont pas du monde agricole. Moi, je suis fils de marin-pêcheur, hein, donc voilà, on y arrive quand même. Je suis rentré dans la belle famille. Alors oui, évidemment, ça c'est encore autre chose, mais voilà, c'est comme ça. Hein, voilà. Et, puis après, et vous, Paul-Étienne? Après, pour rebondir là-dessus, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous allez vers la robotisation? J'y vais parce que contraint. Je suis entre guillemets contraint. Je pense que sinon j'aurais peut-être vu les choses différemment, même si aujourd'hui, c'est vrai que dans les campagnes, on robotise énormément.
Après, il y a aussi la charge de travail par UTH, donc par exploitant, qui est assez importante en agricole, faut le dire. Après, on a de la pression parce qu'il nous faut énormément de résultats et en face, on a un prix qui est que normal. Voilà. On n'est pas non plus maître de tout, donc c'est un petit peu compliqué. Et je dirais que du coup, on a plutôt tendance à grossir tous les systèmes. Et du coup, en fait, tout le monde s'est mis à 100%. Et c'est aussi pour ça qu'en fait, je pense que le regard des personnes non agricoles, ils disent non, mais on se lève à 6h, on rentre, il est 20h ou 19h30. Wow, et on mange le midi en 1h et on fait une pause vite fait le matin et vite fait peut-être l'après-midi et encore. Donc c'est vrai qu'il y a un regard qui peut se dire wow, ça fait beaucoup. Après aujourd'hui, moi, donc sur mon secteur de travail, j'ai des agriculteurs qui ont 7 ou 8 salariés, donc c'est des plus grosses exploitations. Et en fait, donc on dit des fois grossir, c'est pas bon. J'en ai un en tête, lui, il a du bon. Aujourd'hui, il y a 5 robots, ils ont 8 salariés. Les salariés ils démarrent à 8h30. La plupart, ils ont des enfants, ils les emmènent avant à l'école et à 16h30, ils quittent le travail. Et donc, du coup, eux, leur objectif, ça a été de grossir. Pourquoi ? Pour faire qu'un week-end par mois et du coup, avoir de la main-d'œuvre. Et du coup, donc après, c'est des vrais gestionnaires. Mais voilà, on voit les choses différemment. Mais en fait, aujourd'hui, dans l'agriculture, on fait quoi ? Est-ce qu'il faut grossir et du coup, pour avoir du temps libre, du loisir et du coup, profiter de la vie, comme vous le dites aussi bien ? Ou alors, est-ce qu'il faut rester sur une exploitation plutôt des fois de taille normale, taille humaine, ouais. Voilà. Mais du coup, on est contraint, on est en repas de famille, non, on est obligé de rentrer parce qu'on a le travail à faire. Et on est en mariage, c'est pareil. Et alors même s'il y a des remplaçants, etc., les remplaçants, ils peuvent pas être partout tout le temps en même temps. Et ils sont pas tous formés pour être sur les structures. Et il y a des structures d'une organisation spécifique. Exactement. Aussi pour les remplaçants, parce que eux-mêmes, ils ne s'improvisent pas tout à coup du jour au lendemain remplaçant dans l'exploitation de Monsieur Machin ou de Madame Bidule. Voilà. Et du coup, c'est assez compliqué de savoir où se projeter et comment le faire, sachant que donc si on grossit, forcément, on automatise un petit peu plus et voilà. Mais derrière, en termes de main d'œuvre, on est plus cool, c'est plus souple et du coup, nos compagnes sont un peu plus contents et nos enfants aussi. Donc, faut avoir un compromis. Roger, oui. Oui, moi, ça fait que j'ai été exploitant pendant 32 ans et j'ai jamais eu de problème pour me dégager du temps. En trayant mes vaches, c'est en fait, comme je le dis, c'est une organisation. Et c'est l'envie aussi, l'envie de se dire, je vais prendre du temps pour moi, pour ma famille, et puis pour l'engagement, parce que mine de rien, j'ai été engagé dans les Cuba pendant 20 ans. Et c'est vrai que ça aussi, c'est important, quoi. Parce que quelque part, ça nous forme, ça nous amène à travailler avec d'autres personnes, à partager, à communiquer, apprendre à communiquer. Et derrière, tout ça aussi est important pour que l'échange soit bon dans l'entreprise et avec des salariés. Vous vouliez poursuivre, Véronique. Donc, pour prolonger, donc finalement, travailler avec des jeunes générations permet de se remettre en cause sur les horaires et de réfléchir son organisation du travail. C'est ce qu'a fait Roger pendant 10 ans. En fait. Parce qu'en fait, c'est aussi, quand on est agriculteur, on doit aussi penser tout de suite d'emblée à l'avenir. Et du coup, c'est prendre des stagiaires. J'ai toujours eu au moins un stagiaire par an, de les former, les suivre, aller jusqu'au bout du rapport, aller jusqu'à faire des examens blancs avec eux, et puis du coup derrière j'ai même passé les examens du bac pro. Mais voilà, c'est une forme d'engagement là quelque part. Leur donner envie, faire simple, parce qu'on a vite fait de faire le tour de l'arbre pour passer devant. Et en agri, il faut pas quoi. En agri, il faut savoir garder une ligne droite et y aller quoi. Parce que si on commence à faire des zigzags, on a vite fait de se perdre et là on est débordé du matin au soir. Et quel conseil vous donneriez justement à des collègues à vous qui veulent transmettre, que ce soit à leurs enfants ou à d'autres personnes non issues de leur famille, mais même non issues de la grande famille agricole, qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil pour passer tranquillement la main, ne pas s'y prendre au dernier moment, bien sûr, mais voilà. Au-delà de ça. Au-delà de ça, c'est partager sur son expérience, accepter l'évolution que va apporter la nouvelle personne à la structure, c'est-à-dire c'est accepter l'évolution, quoi. Et derrière, se former, s'entourer de personnes compétentes, puisque de toute façon, sans ça, on a du mal. Parce que partager entre nous dans une entreprise, quand on passe des caps comme ça d'installation, il faut vraiment s'entourer de personnes de la chambre, du centre comptable. Enfin, il y a des compétences, il faut les utiliser, elles sont autour de nous. Elles ont envie de participer avec nous à nos projets, donc n'hésitons pas à leur faire appel. Véronique, vous y participez justement. Hein ? Oui, on anime des formations effectivement sur tout ce qui est management. La difficulté, c'est de toucher les employeurs
qu'ils aient envie de se former. Ça, c'est quand même une des principales difficultés. C'est-à-dire que les employeurs ne se rendent pas compte forcément de leurs pratiques et de l'impact qu'elles ont sur les salariés. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille, qu'on essaye de sensibiliser sur cette notion de formation, que communiquer, c'est pas forcément inné. C'est-à-dire que certains, moi je connais des employeurs qui effectivement ont le sens de la communication, le sens de la relation. Pour d'autres, c'est plus compliqué de savoir dire ce qu'on veut, savoir dire ce qui ne va pas à un jeune, savoir le recadrer, savoir lui expliquer les choses, faire de la pédagogie. Et ça, c'est pas une fatalité, ça s'apprend. Il y a des techniques pour savoir dire ce qui va, pour faire pour donner des objectifs, pour transmettre des consignes. Il y a des protocoles. Et donc, on peut venir en formation, s'exercer, faire des jeux de rôle, des mises en situation pour progresser et surtout pour se rendre compte de l'impact de sa communication, l'impact de ce qu'on dit sur l'autre. Donc ça c'est possible et on peut tout à fait le faire. Ce que je voulais rajouter par rapport à ça, c'est que avant d'être paysan, j'étais salarié. Et du coup, comme j'étais salarié dans le réseau CUMA, parce que j'étais employé dans une CUMA, j'avais l'opportunité en tant que salarié, on a cette opportunité d'avoir des jours de formation tous les ans. On a un droit à la formation. Moi, j'ai utilisé ce droit-là tous les ans pendant 8 ans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je voyais le planning des formations, je m'inscrivais à une formation qui pouvait m'intéresser. Par exemple, un jour, je me suis retrouvé à demander à mes patrons est-ce que je pourrais aller en formation informatique. On était peut-être en 97, je sais pas. Et c'était les débuts, quoi. Du coup, qu'est-ce que tu vas foutre en formation? Ça sert à quoi? Ça servira à quoi, ça? Je dis, j'ai un droit, je le prends, et puis voilà, quoi. Et du coup, j'en ai profité. Et derrière, après, en tant que paysan, pareil, je m'installe. Donc, c'est aussi les groupes génistes, les groupes Atoulé, enfin, le réseau CUMA, enfin, tout ça amène beaucoup de formations en permanence aux éleveurs. Voilà, donc il faut penser à bien se former et aussi accueillir des jeunes et moins jeunes sur son exploitation pour se confronter à l'autre et puis voir comment lui verrait les choses en termes d'organisation. Et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs sur votre future exploitation. Vous allez accueillir facilement. Oui, c'est un des objectifs premiers. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a un travail qui reste malgré tout, même si on change tous les jours, entre guillemets, mais qui reste entre guillemets routinier. Et du coup, des fois, on est dans une habitude et en fait, on pense pas. Faut absolument qu'on explique parce qu'en fait, c'est vrai que plus ça va, plus il y a de personnes du non-milieu agricole et des fois, on est là. Non, il sait pas faire. Voilà, donc, c'est à nous aussi de communiquer plus et de se former aussi, je dirais plus sur le management et comment on accueille un salarié et comment on l'aide aussi dans les démarches parce que moi, je me souviens quand j'étais en BTS, donc je tombais. La plupart, c'est des bons maîtres de stage, mais j'en avais plusieurs dans la classe où leur maître de stage, tiens le cahier comptable et puis va à l'école avec ça, tu vas te débrouiller. Mais on a 16 ans ou 18 ans et c'est compliqué. Donc, il faut absolument les accompagner sur leurs devoirs puisque eux nous accompagnent aussi au quotidien. Donc voilà. Véronique. Je crois qu'il faut surtout avoir envie de travailler avec d'autres. Il ne faut pas voir effectivement le salarié comme une ressource main-d'œuvre en tant que personne qui va faire du travail, mais il faut aussi avoir envie de travailler avec d'autres, donc envie de transmettre, envie d'avoir une personne qui va apporter son regard extérieur, envie de s'entraider. Donc je pense envie de s'intéresser à la personne. Je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est ceux qui se posent la question de robotiser ou de travailler plutôt avec d'autres. Je pense que c'est plutôt ces questions-là qu'il faut vraiment se poser. Il n'y a pas de jugement à porter en disant c'est mieux la robotique que l'astreinte habituelle, mais il s'agit juste de se poser les bonnes questions par rapport à ce que l'on souhaite faire de son exploitation, quoi. C'est ça. Ok, très bien. Un mot pour conclure, Louise, qu'est-ce que vous souhaitiez apporter peut-être comme conseil à tous ces jeunes gens qui souhaitent se lancer dans le monde agricole? Effectivement, on l'a vu, l'équipe vie pro, vie perso est important aussi bien pour les aînés que pour les jeunes de demain. Et ça, il faut le réfléchir dès votre projet d'installation. On a trop souvent vu des jeunes qui s'installaient avec une charge de travail hyper importante. Et du coup, au bout de 5 ans, si on est au bout du rouleau, ça n'a pas de sens. Donc là aussi, formez-vous au management. On aborde ce sujet-là pendant la formation scolaire, mais quand on a le nez dans le guidon, là aussi, il y a Ocapiat, il y a Vivea qui accompagne pour former, vous accompagner en situation de travail. Donc prenez
En fait, l'installation, il faut la réfléchir dès le début et la charge de travail, il faut le prendre en considération. Voilà. Très bien. J'avais juste une dernière question à vous poser par rapport à l'image du monde agricole. La communication, c'est certes important entre ceux qui souhaitent devenir futurs éleveurs, agriculteurs, mais il y a également l'image que peut renvoyer l'actuelle génération d'agriculteurs et d'éleveurs. Est-ce que là, il y a un gros travail encore à mener pour montrer que le monde agricole, d'abord, il est non seulement très ouvert, mais en même temps, on peut justement avoir des charges de travail bien organisé, bien pensé. Est-ce que tout cela mérite encore d'être travaillé ? Toujours. Oui. On le voit dans l'enquête que la NEFA du Finistère a menée. Il y avait 20% des jeunes qui se sont orientés dans une formation agricole après un stage de découverte. Vous savez, les stages qu'on fait au collège. Il faut qu'on accueille des collégiens dans nos exploitations parce que ça permet, ils mettent un pied et ils voient ce que c'est la réalité dans nos entreprises et c'est le meilleur moyen. Et ça, vous voyez le nombre de jeunes qu'on a chaque année en Bretagne, donc on a de quoi les accueillir dans nos entreprises. Oui, Véronique, pour conclure sur ce sujet, oui. Oui, effectivement, je trouve qu'on met trop en avant la charge de travail en lien avec le revenu. Or, on a de nombreux exemples. On fait régulièrement des enquêtes auprès des éleveurs, des sondages sur la qualité de vie au travail. Et on constate qu'ils sont heureux de travailler, qu'ils sont satisfaits de leurs conditions et que la charge de travail, elle est supportable. Et on a de nombreux exemples d'employeurs aussi qui travaillent avec des salariés avec des conditions d'horaire tout à fait acceptables, de terminer à 18h, 19h, des organisations sur 4 jours aussi. On a des employeurs qui organisent le travail sur 4 jours, qui ne font pas faire de week-end d'astreinte aux salariés, ou des associés, des éleveurs qui aménagent le minimum de travail d'astreinte ou qui arrivent à déléguer le travail d'astreinte de week-end. Donc il y a beaucoup de leviers, de solutions possibles pour aménager son organisation et pour réduire la charge de travail, pour avoir une qualité de vie au travail professionnel et avoir un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Roger, vous, l'image que vous renvoyez, elle est plutôt très, on va dire très, très forte, très positive. Hein, vous avez envie de donner tout ce que vous avez eu jusqu'à présent comme expérience et puis de transmettre, quoi. Bien sûr. Moi, j'aurais envie juste qu'on enlève le mot pénibilité. Oh là Parce qu'en là. fait, moi, je ne considère pas mon travail comme étant pénible. Je n'ai jamais considéré comme ça. C'est vrai qu'il y a des Il peut y tâches, avoir de la pénibilité. Il y a des tâches, il y a des moments où il faut en mettre un petit coup de collier. Mais... Et surtout, ce que je voudrais... Il ne faut pas vendre du rêve aux salariés en leur disant qu'ils n'auront pas de week-end à faire. Ça, c'est important aussi de savoir. On est en agriculture, on est en élevage. Qu'on soit robotisé ou pas, on aura des week-ends à faire. C'est comme ça. On est content d'aller au resto le week-end. On est content de trouver des urgences à la clinique le week-end. Il y a plein de gens qui bossent le week-end et c'est pas grave de bosser le week-end. Ça fait partie de la vie quand on rentre dans ce monde d'agricole et les mondes, je dirais, essentiels qui sont essentiels. Parce que ceux qui bossent le week-end, c'est ceux qui sont essentiels. En gros. Voilà. Donc à partir de là... Je ne dirais pas le contraire. Voilà. Longue vie aux futurs exploitants agricoles. Et vous, Paul Étienne? Eh bien oui, parce que sans nous, vous n'avez rien dans nos assiettes. Donc moi, je pars du principe que pour fait, un bon mariage de week-end, il y a des gens qui travaillent le week-end. Eh oui, c'est pour ça que ma compagne est infirmière d'ailleurs. Voilà. En plus, donc, mais non, il faut absolument. Après, il faut raisonner, il faut aussi en parler dès l'entretien d'embauche ou à l'entretien du stage ou autre, de comment vous voyez les choses, eux ils voient les choses, etc. Et il faut vraiment être toujours dans un échange constructif. Et puis voilà, il n'y a pas d'atout, ça doit se marier, et puis voilà. Très bien, merci à vous Paul-Étienne Denay, Roger Violent que vous avez également pu découvrir à travers sa passion d'éleveur, agriculteur en fin de carrière, mais qui va poursuivre un tout petit peu encore la passion. Et puis après, derrière, il y a également nos collègues, Véronique Vanier, experte en relations humaines à la Chambre d'agriculture, et puis également Louise Maurice, animatrice de la NEFA, qui nous ont apporté leur regard, les éléments d'études qu'ils ont pu mener pour mieux comprendre les générations. Et nous aurons l'occasion d'aborder ces autres sujets dans d'autres tables rondes, puisque le thème de cette année de l'Espace pour demain, c'est Génération Élevage, inventons demain, et nous aurons une autre table ronde à partir de demain à la même heure, donc 10h30, sur le thème attirer,
fidéliser ses salariés, les clés de la réussite. Donc nous aborderons ces questions. Et puis jeudi, autre thématique, à chacun son projet, sa trajectoire. Là aussi, nous aborderons ces sujets de manière très positive à travers des exemples concrets d'éleveurs qui se lancent selon leurs envies et avec des passions spécifiques, mais en tout cas la passion éleveur. Voilà, merci à vous tous, merci à l'ensemble des publics présents. Voilà, aux écoles et puis également au public du SPACE. À bientôt.